Les PowerPoint, c'est bien gentil, mais en fait, il faut se rendre compte, il faut discuter. C'est véritablement dans ces échanges qu'on comprend s'il y a un vrai sujet derrière, quelles sont les vraies difficultés, quels sont les vrais enjeux. Une idée technologiquement réussie, finalement, ne se déploie pas forcément sur le terrain parce qu'il peut y avoir d'autres sujets. Il y a toujours ces ajustements et c'est ce qui fait d'ailleurs souvent la complexité des projets d'innovation. Nouveau format, nouvelle promesse. Dévoiler les coulisses de l'innovation des grands groupes français. Pour cette première saison, on va partir à la rencontre de 7 décideurs de l'innovation. Ils vont nous partager leurs enjeux, leur organisation, mais aussi leurs défis et leurs apprentissages. Officiellement, bienvenue dans Update, le format qui décrypte les décisions qui façonnent l'innovation. Pour ouvrir le bal, on va découvrir aujourd'hui un grand groupe qui est présent parmi nous tout le temps, sans même y penser. Dans la construction, dans les médias, dans les réseaux. On va partir aujourd'hui à la rencontre du groupe Bouygues, évidemment. Et aujourd'hui, avec nous, on a le plaisir d'avoir Christophe Hénard. Bonjour. Bonjour Éléonore. Tu es directeur de l'innovation du groupe Bouygues depuis maintenant quelques années. Et tu vas nous dévoiler finalement de nombreux projets que vous avez pu mener. Avec plaisir, effectivement, depuis 2017. On va tout de suite commencer par une question, notre petite question rituelle, qui est avec l'expérience, sur quoi as-tu changé d'avis ? Alors, ma formation est une formation finalement technologique. Je fais les arts et métiers, j'ai toujours rêvé de faire les arts et métiers. Depuis tout petit, dans ma chambre d'adolescent, il y avait de la technologie partout, des distributeurs de boissons, du câblage. Et donc, la technologie, pour moi, c'était quelque chose d'important et c'était quelque chose qui permettait de faire avancer, finalement. Et je me rends compte aujourd'hui que, certes, la technologie, c'est un pavé, c'est un dispositif indispensable pour aller plus loin, mais en réalité, rien ne s'implémente s'il n'y a pas l'humain et finalement l'accompagnement managérial autour de tout ça. Et comment tu t'es rendu compte de ce point-là particulièrement ? Alors, j'ai commencé ma carrière en réalité dans l'industrie. Et déjà dans cette phase industrielle, il y avait effectivement beaucoup de technologie, mais il y avait également beaucoup d'accompagnement humain parce qu'il y avait des équipes importantes. J'ai piloté des équipes de 5000 personnes, notamment dans une boîte qui était dans l'électronique. Et donc, cet environnement humain pour faire avancer un projet ensemble est absolument considérable et important et nécessaire. Et il y a eu un déclic ou un moment particulier dans lequel tu as réalisé ça ? Non, pas véritablement un déclic, mais par exemple, pour venir ici, on est venu à pied, et donc avec le collègue avec lequel je venais, je lui racontais que j'avais l'habitude, dans l'usine dans laquelle j'étais le directeur, de marcher, de faire du walking management, de marcher avec les gens pour voir à la fois les problèmes, et puis pouvoir échanger facilement. Et quand on marche, on regarde finalement dans la même direction, on ne se regarde pas. Et ça devient très dynamique. Et les sujets, les problèmes déroulent plus facilement. Et ça permet d'avoir une certaine spontanéité également dans les relations avec les uns et les autres. Génial, il paraît qu'effectivement ça permet aussi de bien se souvenir de nos discussions et d'avancer aussi concrètement sur les sujets qu'on évoque. Une façon de décontracter. Pour rentrer sinon plus au cœur de sujets d'innovation que tu peux traiter aujourd'hui dans le groupe Bouygues, je te propose de nous présenter une innovation en particulier, peut-être sous le prisme de la décision, c'est-à-dire d'un moment où il y aurait eu un basculement. Est-ce que tu as une idée en tête ? En réfléchissant à cette question, j'ai pensé à 2 sujets en réalité. Un premier sujet que je trouve très intéressant parce qu'il est issu d'un programme d'intrapreneuriat qu'on avait lancé il y a quelques années, qui s'appelait Les Entrepreneurs. Et dans ce programme Les Entrepreneurs, on sélectionnait 60 participants issus des 5 métiers à l'époque du groupe et qu'on ne s'était pas encore intégré dans le groupe. Et
Un des binômes, finalement, qui a travaillé sur un sujet, c'était un jeune directeur de projet du Grand Paris et qui souffrait dans son quotidien de voir que son chantier faisait du bruit dans ce milieu très construit parisien et avait même reçu à un moment donné un canapé qui avait été jeté par la fenêtre tellement le chantier faisait du bruit. Il a dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, il est venu avec cette idée et son projet a consisté à mettre des capteurs, à analyser un peu comme Shazam d'où vient le son, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que le bruit vient bien de mon chantier et de quelle machine et comment je peux résoudre le problème. Et donc, on a créé finalement une structure qui s'appelle UBI Group. Okay. Qui permet aujourd'hui de traquer les nuisances sur un chantier, le bruit, la poussière, l'ensemble de ce qui peut finalement venir perturber le chantier et l'environnement du chantier, et de fonctionner d'une manière décontractée entre les habitants, les opérateurs du chantier, et puis souvent les municipalités qui sont à proximité, de manière à avoir finalement des données fiables. Aujourd'hui, UBI, c'est 90 personnes et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 5 continents. Et donc ça, c'était véritablement quelque chose d'intéressant. Un beau déploiement. Absolument. Et c'est un projet qui date de quand ? Ça, c'est un projet qui date des années 2018-2019. Et qui aujourd'hui est donc vraiment largement déployé. Absolument. Et qui nous aide au sein du groupe Bouygues à gagner des projets, parce que finalement c'est souvent ce petit détail qui permet d'être différenciant sur un sujet. Aujourd'hui, ils sont installés en Australie, ils sont installés à Washington, ils sont installés à Singapour, ils sont installés à Hong Kong et ils sont installés bien sûr à Paris. Et comment il va fonctionner alors par exemple, si on se met effectivement à la place d'un utilisateur, comment est-ce que la solution fonctionne ? La solution fonctionne finalement par la captation de signaux. Alors ça peut être du bruit, ça peut être de la poussière, ça peut être reconnaissance vidéo, et de ramener tout ça dans finalement une plateforme qui permet d'opérer, d'avoir une donnée objective de ces nuisances, et puis de résoudre le problème de ces nuisances avant qu'ils n'apparaissent, et de les gérer finalement. Là, par exemple, c'est déployé plutôt dans la filière construction, c'est ça ? Alors, c'est plutôt effectivement dans la filière construction, la division construction, à la fois Colas et Bouygues Construction, bien sûr, qui sont d'ailleurs les deux actionnaires de cette structure. Parce que la phase intéressante, quand on a créé finalement ce projet, ça a été d'héberger les équipes naissantes et les brevets d'ailleurs qui ont été déposés au sein d'une structure, un GIE. C'est-à-dire que Bouygues a beaucoup l'habitude de fonctionner avec des GIE, et donc on a créé un GIE intrapreneuriat au sein de la maison mère, de manière à héberger à la fois les équipes, à la fois les savoir-faire, je parle de brevets, et puis l'accompagnement humain, financier sur ce projet, de manière à en faire un succès. Et comment se font les remontées justement des enjeux que vous pouvez avoir ? Donc celui-ci, tu disais que c'était un projet intrapreneurial en général. Absolument. Ça, c'était un projet intrapreneurial. On a fait 7 saisons de projets d'intrapreneuriat. Donc, ce sujet UBI, c'est celui qui, je trouve, est le plus emblématique, parce qu'on parle d'un vrai pain point, un vrai sujet, une équipe très motivée, un patron opérationnel, un ingénieur qui, au moment où il était sur ce projet, il devait partir à l'étranger. Il a dit finalement, non, je reste pour diriger ce projet. Il le dirige d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier succès finalement qui me semble intéressant. Le deuxième que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, dans un autre environnement, parce que finalement c'est une start-up. On a, il y a 2 ans, participé avec Microsoft et Capgemini à un grand challenge mondial qui s'appelle Build Better Tomorrow. Et donc on a, au sein de ce petit collectif, ratissé sur le sujet de construire mieux demain l'ensemble des startups mondiales sur le domaine. On en a sélectionné 70 parmi 350 qui ont soumissionné. Dans ces 70, on a fait une deuxième sélection de 6. Et dans cette deuxième sélection de 6, on en a awardé notamment un qui s'appelle Voodoo. Il se trouve que c'est une start-up française avec un jeune fondateur brillant, un architecte qui a fait également le MIT et Harvard, et qui a trouvé un moyen de faire
des structures en bois, des poutres en bois, qui sont aussi résistantes que l'acier, 6 fois plus légères que le béton, et qui consomment 130 fois moins d'énergie à produire que de l'acier. Et donc, ce Woodoo, on en fait donc des poutres, et ces poutres peuvent servir, par exemple, sur la construction demain des data centers. Et donc, on était intéressé de voir que finalement, dans un catalogue mondial, c'est une start-up française, Woodoo, qui remporte la mise. Et donc, on l'a ensuite accompagné, aidé, et on continue d'ailleurs de l'accompagner. Et quel était l'enjeu principal qui a été justement dévoilé au début pour permettre à toutes ces startups de candidater? Ça partait justement d'une problématique métier? Absolument. L'idée a été initialement poussée par Microsoft pour la construction des data centers, de construction de data centers plus verts, plus efficients, qui ont une empreinte carbone plus faible. Et donc, c'était véritablement ça l'enjeu. Donc, nous, on s'est connecté à ce dispositif, cet enjeu. Et donc, on était extrêmement intéressés de voir que on pouvait opérationnellement accompagner à la fois financièrement, puisque le groupe a décidé d'acheter en avance 10 000 mètres cubes de ce bois pour 32 millions d'euros. On a signé ça d'ailleurs à Vivatech l'an dernier, ça fait un an. Ah oui, d'accord. Donc on s'est engagé sur le dispositif, et puis on continue de le suivre peut-être dans d'autres horizons. Et alors, comment justement, c'est peut-être intéressant de creuser ce déploiement, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu la sélection de cette solution, comment est-ce qu'on en vient à un tel déploiement qui, du coup, est aujourd'hui encore en cours? Oui, alors, il y a eu deux leviers finalement. Un premier levier autour de Scale One. On a une idée novatrice très forte chez Bouygues Construction, cette fois-ci, où ils ont décidé de créer un espace particulier pour tester les innovations. On voit que quand on teste une innovation sur un chantier, souvent ça perturbe quand même le chantier. Donc la première fois, le chef de chantier ou le directeur de projet qui est un copain, il vous accueille bras ouverts en disant viens tester chez moi. Il voit que ça le ralentit un petit peu, qu'il y a éventuellement peut y avoir des dysfonctionnements parce que c'est un projet en test. Et donc deuxième fois, c'est plus difficile de le convaincre. Donc d'avoir un lieu spécifique qui permet de tester en vraie grandeur, avec des vrais compagnons des innovations, ça c'est formidable. Donc cette opération de Scale One nous permet aujourd'hui de tester en vraie grandeur sans les inconvénients d'un chantier. Ça c'est un premier point. Puis ensuite, le deuxième point, c'est au même moment où poussait Woodoo, il y avait la création également de Bouygues Bâtiment Industrie avec un brillant dirigeant, William Nipper, qui a poussé cette idée et ses équipes autour de l'innovation pour construire des data centers plus vertueux en utilisant cette méthodologie. Il l'a fait en parallèle, effectivement. C'est un conjointement. Voilà. Ah, oui, donc c'était une conjugaison finalement à la fois d'un Scale One émergent, d'un projet industriel, Bouygues Bâtiment Industrie, des data centers qui aujourd'hui, on le sait, sont très demandés. Enfin, il y a une grosse demande de construction de data centers. On veut aussi construire des data centers plus verts. Voilà. Donc, c'était une bonne occasion. Oui, et là, du coup, c'est la phase encore de déploiement. Vous y êtes Alors encore ? là, on est dans la phase où la première usine prototype, j'allais dire, est opérationnelle. Et maintenant, Woodoo est en train de passer à une phase avec une usine plus grande, de manière à être plus capacitaire et à avoir la capacité de fournir davantage de mètres cubes, finalement, de ce matériau. Et est-ce que, du coup, il y a des critères en particulier que vous allez regarder pour pouvoir ou non, après, continuer ce passage à échelle ? Oui, ce genre de projet, comme tous les projets d'innovation d'ailleurs, ont souvent effectivement des critères à ajuster en termes de résistance, de taux de compression, en termes de capacité réelle par rapport à la capacité théorique. Voilà. Donc il y a toujours ces ajustements, et c'est ce qui fait d'ailleurs souvent la complexité des projets d'innovation, parce que ça se joue sur un temps long, souvent, et il faut pas perdre patience ou perdre l'entrain du début entre l'idée initiale PowerPoint et puis le vrai sujet après.
Et est-ce que tu peux nous illustrer un peu ça par je sais pas, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur le nombre de projets qui peuvent justement être des POC, passer à l'échelle, ou justement qui vont aussi pas réussir? On n'aime pas tellement parler de POC, nous, parce que ça a maintenant une connotation un peu négative, de dire on fait beaucoup de POC et puis on passe jamais. Donc, véritablement, on a... et d'ailleurs, ça se traduit dans la manière dont on a organisé nos piliers d'innovation dans le groupe. On a un premier pilier qui s'appelle Explore and Explain. Et là, on a l'ensemble de nos bureaux de veille aux États-Unis, en Asie, à Tokyo, Shanghai, Séoul, Tel Aviv, qui viennent collecter l'ensemble des informations de tout ce qui bouge finalement dans nos domaines de par le monde. Et puis ensuite, une fois qu'on a capter finalement tout ce qui bouge. L'intérêt, c'est de l'expliquer aux dirigeants du groupe, explain, de manière à pouvoir effectivement être acteur d'un mouvement managérial au sein du groupe. Ensuite, on a un deuxième pilier qu'on appelle Engage and Catalyze. Comment on a réussi finalement dans ce collectif, on est un grand groupe, 200 000 personnes, 6 métiers, comment on arrive à engager autour d'un sujet et le partager finalement. Et puis un troisième pilier, qui est le pilier indispensable, qu'on appelle Transform to Perform. Comment on arrive ensuite à passer à l'action et à transformer véritablement avec un sujet. L'IA aujourd'hui est un très beau sujet autour de ça. Et vous avez déjà, je suppose, plein aussi alors si vous appelez pas ça des POC, mais en tout cas des projets en cours, je suppose, sur l'IA notamment. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, on fabrique tous les 6 mois un document qui reprend les 20 meilleurs cas d'usage de l'IA dans le groupe par métier. Donc c'est assez intéressant de voir un peu la vitesse de déploiement de cette IA. Ça progresse quand même extrêmement vite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a intégré, on a créé, co-créé, on est cofondateur d'un think tank qui s'appelle Impact AI, qui s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, l'éducation, le travail, l'éthique. Il y a beaucoup j'ai cru l'avoir vu passer, il y a de nombreux participants, en tout cas membres, absolument. C'est on ça, a une centaine d'entreprises, tout horizon. Des grandes entreprises, des ETI, des PME, des startups, des mondes de l'académique, et on représente au sein d'Impact AI 1 million de collaborateurs. Donc on a une vraie capacité d'action, d'impact positif, finalement responsable, en se disant finalement l'IA ne se déploiera pas si elle n'est pas responsable. On vient de sortir un observatoire. En fait, c'est le 7e observatoire que fait Impact AI auprès d'un échantillon représentatif de la population de salariés. Et dans cette dernière étude que l'on vient de paraître, on voit une chose extrêmement intéressante. Les équipes, les collaborateurs qui ont été formés à l'IA responsable utilisent 2 fois plus l'IA que ceux qui n'ont pas été formés. Donc quand on veut déployer l'IA dans son organisation, il faut former les collaborateurs à l'IA responsable. Et donc ça, je trouve que c'est un très joli message. Tout à fait. Est-ce que vous saurez du coup l'intégrer et faire ces formations-là du coup au sein de Bouygues? Absolument. Et d'ailleurs, au sein du collectif Impact AI, on s'est engagé à former 1 million de collaborateurs en ruissellement. Donc on forme des ambassadeurs qui eux-mêmes vont former. Et donc ça y est, c'est parti. Et ben bravo pour cette étude. Alors, je veux bien qu'on revienne sur le partage d'expérience avec Vaudou. Est-ce que tu pourrais nous dire, à ton avis, quel est effectivement le rôle d'un grand groupe, justement, quand il va autant injecter d'argent dans une start-up comme celle-ci ? Alors c'est sûr que le montage qui a été fait avec Voodoo est un peu atypique par rapport à ce qu'on fait habituellement, mais on souhaitait véritablement donner une chance importante et puis en contrepartie finalement de matériaux qui nous serviront à être différenciants sur le terrain. De manière plus classique, on a également un fonds d'investissement qui a été créé par Édouard Bouygues il y a quelques années, qui s'appelle Isaïe, qui est porté par Isaïe sur Construction Venture, sur lequel il y a 80 millions d'euros qui ont été mis dans ce fonds, de manière à pouvoir sélectionner des startups
dans lequel, enfin, que l'on considère aujourd'hui comme intéressante, hein, dans le domaine finalement de la construction, mais également du digital dans la construction. On a déjà fait d'ailleurs 6 ou 7 investissements dans ce fonds, et ça c'est une vraie réponse. Et d'ailleurs, ce genre de fonds corporate, aujourd'hui, n'est pas aussi fréquent que cela. En tout cas, dans un fonds dédié, finalement, sur une thématique avec un seul corporate dans ce fonds. On a un comité de sélection composé de chacun des métiers du groupe de la construction. Et donc, c'est porté par Et la thématique, c'est la construction? Elle est plus précise que ça? Ouais, c'est la construction. Ok, très bien. Ouais. Et donc, ça embarque finalement à la fois Equance, Colas, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction. C'est intéressant. Pour creuser quand même un peu sur le sujet, alors pas d'époque, mais on va dire de tous les projets déployés, est-ce qu'il y a un chiffre que tu peux nous donner quand même sur le nombre de projets qui passent à échelle en général? Je ne sais pas répondre à l'échelle du groupe, parce que le groupe est quand même, on est dans 80 pays, et donc c'est avec 6 métiers, donc c'est compliqué d'avoir un chiffre aussi synthétique que ça qui veuille dire quelque chose. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a créé récemment un catalogue de toutes les solutions innovantes qui regroupent à la fois des solutions pour l'eau, pour la mobilité, pour le digital, pour la construction, et qui sont source d'inspiration finalement pour nos métiers, qui sont des solutions internes, qui sont des solutions qui s'appuient sur Solar Impulse, puisque nous sommes membres de la fondation Solar Impulse, ou de start-up avec lesquelles on travaille régulièrement et qui sont notre cahier de référence. Et donc, on a appelé ce dispositif SHAPE, pour Shape the Future. On a même intégré l'ensemble de ces solutions à l'intérieur, bien évidemment, d'un dispositif avec de l'IA qui permet à l'ensemble des collaborateurs du groupe de se connecter à ce moteur de recherche et de dire, bah voilà, je rencontre demain le dirigeant de telle société, groupe ou d'infrastructure, aide-moi à préparer mon rendez-vous. Et donc, ça va effectivement mettre en lumière l'ensemble des sujets qui ont été finalement communiqués par l'entreprise et également les solutions du groupe qui sont les plus à même à être mises en avant de manière à les déployer rapidement et à pouvoir servir un cas client finalement. Oui, tous les métiers. Ouais. Ok. Et oui, il y en a beaucoup comme ça qui peuvent connaître finalement un déploiement à travers les métiers. Des centaines de solutions. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, personne dans le groupe ne peut avoir dans sa tête les 300, 500 solutions. Donc l'IA, à nouveau, est d'une aide considérable de manière à pouvoir dire c'est telle solution, et puis le référent pour cette solution, c'est Monsieur X, tu peux le contacter, et la référence, c'est tel sujet sur lequel on a déjà... Donc c'est véritablement, à mon avis, un bon sujet d'aide au déploiement, d'accélération, et c'est le transform to perform dont je parlais tout à l'heure. Eh ben, très intéressant, c'est que c'est en tout cas comme ça que peuvent se déployer de nombreuses solutions. Est-ce qu'à l'inverse, on peut venir sur une histoire d'une collaboration avec une start-up ou peut-être une simple autre innovation qui justement, celle-ci, n'aurait pas fonctionné comme prévu? Absolument. J'ai un cas en tête. À l'époque, je suis directeur de l'innovation de Colas. En fait, j'avais deux casquettes. J'étais patron des équipements au niveau mondial pour Colas et patron de l'innovation. Et donc, on avait remarqué que sur les chantiers, il y avait un métier qui était assez pénible, qui était celui de ce qu'on appelle le tireur au râteau. Donc, sur les chantiers de construction de route, il y a toujours quelqu'un qui tire les agrégats de bitume, qui refroidissent, donc c'est un peu dur à tirer. Et j'avais un collègue à ce moment-là en Suisse qui avait équipé des tireurs au râteau de capteurs et qui avait vu que la pression, enfin en tout cas le tonnage manipulé par les équipes était important. Donc on a décidé de travailler sur un exosquelette pour aider. Donc, on a identifié une entreprise, RB3D, qui a développé un exosquelette. Le premier était un peu grand, rentrait pas dans une camionnette. C'était petit à petit, au fil de repassage, on a réussi à avoir un objet plus compact, plus léger,
moins cher, plus opérationnel. Et malgré tout, la conclusion auquel on est arrivé, c'est qu'on n'arrivait pas à le faire véritablement déployer à l'échelle dans le groupe, alors que ça correspondait malgré tout, selon nous, à un vrai pain point sur le terrain. Et donc, on s'est aperçu que finalement, une idée technologiquement réussie, finalement, se déploie pas forcément sur le terrain parce que il peut y avoir d'autres sujets, comme le sujet de la réorganisation du fonctionnement d'une équipe de 7 personnes qui sont... Et donc, c'est pas aussi simple de déployer véritablement une idée, même si centralement, j'allais dire, on pense que c'est plutôt une bonne idée. Ok, mais alors du coup, elle a quand même fonctionné sur elle a fonctionné, le terrain, mais elle ne s'est pas déployée à l'échelle. C'était le déploiement. Elle ne s'est pas déployée à l'échelle. Et puis... c'est un côté culturel, est-ce que c'est ça le fait de... Il y avait certainement un peu de ça, je pense, ouais. Malgré un soutien important du management, d'ailleurs. Hein. Ok. Eh bien, écoute, pour creuser un peu davantage, même dans tous ces apprentissages, je vais te proposer un petit jeu de cartes. Je vais te proposer de tirer une des cartes qu'il y a juste ici. Et tu vas pouvoir lire la phrase et la compléter. Aujourd'hui, chez Bouygues, les critères qui permettent à une innovation de passer à l'échelle sont... Je pense que c'est d'être pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle corresponde à un vrai besoin. Il faut qu'on la comprenne. Je pense que chez Bouygues, quand on ne comprend pas quelque chose, on ne fait pas. Et donc, il faut qu'on comprenne véritablement la manière dont c'est opéré. Il faut ensuite qu'elle puisse être passée véritablement à l'échelle. C'est-à-dire que un sujet, si on veut vraiment que le passage à l'échelle se fasse, il faut que ça puisse être passé à l'échelle dans plusieurs pays, plusieurs régions, plusieurs pays. Donc là, ce sujet doit être aussi important, je pense. Et est-ce qu'il y a une clé particulièrement pour justement réussir ce passage à l'échelle, tu vois, venir du terrain. Ouais. Ok. Venir du terrain. Être sûr que ça reprend. Il faut qu'il y ait un impact terrain réel et que les équipes terrain disent ça, c'est ce que l'on veut. Ça viendra jamais du haut. Ouais. Très intéressant. Deuxième carte ? Oui, tout à fait. Prendre celle-ci. L'hypothèse clé qui s'est révélée fausse, c'était l'hypothèse clé qui s'était révélée fausse. Si je reprends mon exosquelette de tout à l'heure, l'hypothèse clé, c'était on a trouvé finalement une innovation qui permet à ce compagnon sur le terrain d'avoir un travail qui nous semble plus facile à opérer. Et finalement, ça n'a pas été suffisant. Parce que ça l'aidait quand même en plus. Parce que ça l'aidait quand même, mais ça n'a pas été suffisant parce que probablement, c'était pas la question du coût, parce que le coût était pas un sujet sur cette opération. Je pense que la personne qui était équipée de cet exosquelette était trop différent de ses 6 autres collègues non équipés. Et donc, comment finalement, une innovation, elle doit être à un moment donné un peu transparente et pas transformer un opérateur en Robocop sur le terrain, quoi. Ok. Est-ce que tu veux tirer troisième. une autre ? Ce que tout le monde ignore au sujet de l'innovation chez Bouygues, c'est... je ne sais pas si tout le monde l'ignore, mais le groupe Bouygues est né finalement de multitude d'innovations, mais une innovation qui est quand même importante, c'est celle de Francis Bouygues tout au départ, lorsqu'il a finalement industrialisé les méthodes de construction. Ça a été ça, en fait, le point de départ de l'innovation dans le groupe Bouygues. Des méthodes constructives qui sont industrialisées, qui ont permis de passer à l'échelle à un moment donné où la France avait besoin de construire beaucoup de logements. Et je pense qu'il y a un ADN d'innovation chez Bouygues qui est remarquable. Et qui est remarquable, notamment chez ses dirigeants. On est allé, il y a quelques jours, en Chine,
Regardez ce qui se passait sur les robots, en l'occurrence, les humanoïdes. Et donc, sans difficulté, même c'est avec un soutien plus qu'affirmé d'un Olivier Roussat, d'un Édouard Bouygues, d'une Marius Godineau, que l'opération s'est faite parce que regardez ce qui va se passer demain, après-demain, c'est dans notre ADN. Et c'est comme ça que finalement, on comprend comment le monde bouge, ce qu'il faut qu'on réalise chez nous pour permettre de bouger à la bonne vitesse, d'être agile. Cette question d'agilité, de rapidité est clé, surtout dans l'innovation. On va parler maintenant de questions plus inspirationnelles. Et donc, je vais t'en poser 3. L'idée, c'est que c'est un petit format où c'est des questions et des réponses assez rapides que l'on attend. La première question, c'est quelle est l'innovation qui pourrait transformer le plus une des activités du groupe Bouygues dans les 5 prochaines années ? Je pense que l'IA a un potentiel de transformation considérable dans tous les métiers. Dans tous les métiers, mais également dans les opérations dites transverses. C'est un sujet dont on s'empare bien évidemment, qu'il faut continuer de faire avancer à la bonne vitesse, mais qui a un capital de transformation incroyable. Et est-ce que tu aurais une idée en particulier sur peut-être un métier où ça pourrait vraiment créer de vrais changements, une vraie transformation ? L'IA va affecter bien évidemment tous les métiers, pas les remplacer du tout, mais au contraire les accompagner, les aider, etc. Et donc ça va véritablement toucher de manière très très large. Et donc c'est cette transformation qu'il faut qu'on opère. On a là un très gros sujet devant nous. Donc deuxième question, quelles sont les entreprises ou personnes qui t'inspirent aujourd'hui dans le milieu de l'innovation ? Dans le milieu de l'innovation, c'est forcément des entreprises du type Nvidia par exemple, qui a réussi une transformation incroyable. Je me souviens d'NVIDIA au CES dans le monde du gaming et qui a finalement réussi aujourd'hui à faire une transformation de ses produits, de son métier pour en devenir une entreprise centrale, indispensable, au centre de tout. C'est incroyable. Très belle transformation. Troisième question maintenant. On sait que, comme tu viens de l'évoquer juste avant, dans le groupe Bouygues, il faut toujours être en avance et être toujours très en veille sur tous les sujets et tout ce qui peut se passer. Comment toi, personnellement, tu fais pour justement garder cette veille ? Alors, ce qui est important et ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est d'aller voir véritablement sur le terrain les innovations. Les PowerPoint, c'est bien gentil, mais en fait, il faut se rendre compte, il faut discuter, il faut voir, et j'essaye de faire ça le plus possible parce que c'est véritablement dans ces échanges qu'on comprend s'il y a un vrai sujet derrière, quelles sont les vraies difficultés, quels sont les vrais enjeux, quel est le vrai potentiel. Et ça, c'est incroyable et d'abord c'est très agréable à faire, j'avoue, je prends beaucoup de plaisir à le faire et ça permet de véritablement fixer les idées. Je prends un exemple, il y a une compagnie que je suis très régulièrement qui s'appelle CFS, Commonwealth Fusion System. C'est de la fusion nucléaire, c'est à Devens au nord de Boston et on y va à peu près entre 1 et 2 fois par an pour voir les évolutions de cette entreprise qui promet de faire de la fusion nucléaire en 2027. Et depuis 2 ou 3 ans, ils n'ont pas dévié de plus d'un trimestre leur planning. Et donc, la fusion nucléaire, c'est quoi ? C'est finalement l'énergie totalement décarbonée, abondante, à un prix très raisonnable demain. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement transformant et de pouvoir avoir la chance d'aller les voir et voir l'avancée du projet concrètement, ça, c'est une chance extraordinaire. Donc, il faut aller véritablement voir les sujets. Pour s'inspirer, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christophe, pour tous ces insights et cette riche discussion. Et merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés et regardés jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question pour Christophe ou si vous voulez réagir à notre échange, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous revois pour notre prochain épisode. Au revoir.